Il y a exactement 60 secondes, Eustace Conway s'est tenu devant les caméras et a confirmé une découverte qui a instantanément changé la façon dont les gens verraient l'île de la Tortue pour toujours. Ce qu'il a trouvé enterré sous le principal cercle d'enseignement de la Terre n'était pas un trésor historique, ni des artefacts amérindiens ou quoi que ce soit qui puisse être respectueusement catalogué et expliqué. Ce qui se trouvait sous le sol était bien plus troublant. C'était la preuve que quelqu'un des décennies avant lui avait tenté de construire le même type de vie, le même type de vision autosuffisante à laquelle Eustace avait consacré son existence. Et cela s'est terminé d'une manière si catastrophique que cela expliquait enfin pourquoi la Terre lui avait été vendue pour presque rien il y a 20 ans. Le premier signe d'alerte est apparu lors du premier gel de la saison. Une mince fracture s'est creusée le long du mur et de la plus ancienne structure de l'île de la Tortue, l'atelier qu'Eustache avait construit de ses propres mains au début des années 2000. Il avait déjà vu des tassements. Toute structure construite directement dans le sol d'une montagne se déplace au fil des saisons à mesure que le sol se resserre et se relâche. C'était normal, mais ce n'était pas le cas ici. La fissure était profonde, traversant la maçonnerie d'une manière qui suggérait que quelque chose de fondamental sous le bâtiment s'était brisé. Ce n'était pas un dommage cosmétique. C'était le genre de fracture qui menaçait l'intégrité de tout ce qui reposait au-dessus. Elle avait un poids, des conséquences. Le 9 novembre, alors que l'hiver approche et qu'une poignée d'étudiants sont encore sur le terrain pour les programmes de fin de saison, Eustace fait ce qu'il a toujours fait quand quelque chose n'a pas de sens. Il prend ses outils et commence à creuser. Preston Roberts aurait dû être là. Eustache a immédiatement ressenti cette absence. Preston se serait appuyé sur sa pelle, aurait lancé une blague sur l'ingénierie excessive, aurait donné des conseils que personne n'avait demandés, mais que tout le monde avait secrètement appréciés. Le travail physique avait toujours été l'endroit où le chagrin frappait le plus fort, où l'effort partagé transformait autrefois l'épuisement en rire. Maintenant, il n'y avait que le silence et le bruit du métal qui coupait la terre gelée. Eustache creusa une tranchée le long de la ligne de fondation, exposant lentement la pierre et le bois qu'il avait lui-même placé plus de 20 ans auparavant. À environ 1 mètre de profondeur, sa pelle heurta quelque chose qui l'arrêta net. Le son n'était pas correct. Ce n'était pas de la pierre ni de la terre solide. C'était creux mou faux. Des années de vie près de la terre et suffisamment de respect pour l'histoire pour reconnaître le danger l'ont immédiatement poussé à agir. Il a mis la pelle de côté et est passé aux outils manuels brossant la terre avec soin délibérément. Ce qui a émergé lui a coupé le souffle un tube à documents en métal corrodé, le genre utilisé pour protéger les plants de l'humidité du temps et de la décomposition. Le capuchon résiste d'abord puis cède avec un grincement sourd. À l'intérieur se trouvent des papiers roulés, serrés. Eustache les étala sur le sol gelé, les mains soudain agitées par la reconnaissance. Des plans architecturaux détaillés, des bâtiments, des chemins, des systèmes d'eau, des canaux d'évacuation, des zones cultivées. Ce n'était pas une esquisse ou un rêve griffonné sur le papier. C'était professionnel, précis, et rien de tout cela ne lui appartenait. La date estampillée sur la page indique 1973, Les plans décrivent non pas une simple ferme, mais une communauté à part entière. Des logements pour 40 résidents permanents avec une capacité saisonnière supplémentaire. Une salle de réunion centrale. Des cabanes familiales individuelles. Des installations de stockage, une infrastructure intégrée, Puis son regard s'est arrêté sur les étiquettes qui lui ont donné la chair de poule. Quartier d'isolement, structure disciplinée. À mesure qu'il étudiait les dessins, le malaise s'accentuait. Les formations rocheuses, les lignes d'arbres, les notes d'élévation. Chaque détail s'alignait parfaitement sur le terrain qui l'entourait. Ces plans n'étaient pas génériques. Ils avaient été dessinés sans équivoque pour cette propriété précise. Mais ce qui le perturbe encore plus, c'est ce qui n'est pas là. D'après les plans de multiples structures, auraient dû être visibles lorsqu'il a commencé à défricher le terrain. Des fondations auraient dû subsister. Des preuves auraient dû être inévitables. Au lieu de cela, Turtle Island était apparu intact, brut, presque immaculé. Au bas de la dernière page, un cachet d'architecte d'un cabinet d'Asheville qui n'existe plus. À côté, une note manuscrite l'a complètement arrêté. Révision finale à la demande du client. Toutes les structures au-dessous du niveau du sol. L'aspect de la surface doit rester naturel.
approuvé le septembre 1973, Quelqu'un avait construit ici une communauté cachée conçue pour être invisible et Eustache avait passé 20 ans à construire sa vie directement dessus. Debout dans le froid de novembre, les plans tremblants dans ses mains, une question s'est emparée de son esprit et a refusé de le lâcher. Pourquoi quelqu'un cacherait-il une communauté entière dans ces montagnes et que s'est-il passé pour qu'il l'enterre à jamais? Cette nuit-là, Eustache ne dormit pas. Il s'assit à son bureau dans la maison principale, une lampe à pétrole projetant de longues ombres vacillantes sur les plans étalés devant lui. Il les compara soigneusement à ses propres cartes de l'île de la Tortue. La concordance était exacte et profondément troublante. Le cercle d'enseignement, l'espace où il avait guidé des milliers d'élèves dans l'apprentissage des techniques primitives de la philosophie et de l'autosuffisance, se trouvait directement au sommet de ce que les plans 1973 désignaient comme le point de rassemblement central. Son atelier, celui dont les fondations fissurées avaient conduit à cette découverte, se trouvait précisément à l'endroit où les plans originaux indiquaient un entrepôt d'outils et d'armes. Même sa cabane personnelle, son refuge, occupait l'empreinte de ce que l'on appelle la résidence des dirigeants. Toutes les structures significatives qu'il a construites au cours des 20 dernières années reposent sans le savoir sur les vestiges de quelque chose de plus ancien. Mais ce n'est pas cela qui l'a empêché de dormir alors que le vent de novembre faisait trembler les fenêtres. Ce qui le hantait, c'était ce qu'il n'avait pas trouvé lorsqu'il avait défriché le terrain pour la première fois. Pas de fragments de béton, pas de bois enterré, pas de fosse à ordures, pas de traces de débris de construction nulle part. Celui qui était là avant n'était pas simplement parti. Ils ont démantelé une communauté entière, avec une minutie professionnelle en supprimant toute trace. Ce n'était pas un abandon, c'était une dissimulation. Aux premières lueurs du jour, Eustace s'est mis en quête de réponse. Il s'est rendu au palais de justice du comté de Boone et a consulté les actes de propriété et l'historique des transactions. Les documents étaient minces au point d'être suspects. Le terrain avait été acheté en 1972 par une entité appelée Blue Ridge Sustainability Collective, un nom qui n'apparaissait nulle part ailleurs dans les dossiers du comté. L'entité a conservé le terrain pendant exactement 4 ans, puis l'a vendu en 1976 à un acheteur privé pour un prix si bas qu'il n'avait guère de sens. Cet acheteur n'a jamais exploité le terrain, ne l'a jamais visité d'après les registres fiscaux et l'a revendu 2 décennies plus tard à Eustace pour un prix à peine plus élevé. Il était impossible d'ignorer le schéma. Quelqu'un avait voulu s'éloigner de toute urgence. Et pourtant, les archives ne faisaient état d'aucune contestation, d'aucun permis, d'aucune approbation de construction, d'aucune reconnaissance officielle que quoi que ce soit ait jamais existé à cet endroit. Sur le papier, il ne s'est rien passé. Mais Eustache savait que c'était mieux. Il se rend ensuite à la bibliothèque. Les grands journaux n'offrent rien. Mais enfoui dans les archives sur microfiche d'un petit hebdomadaire rural, il trouve un seul article datant de l'automne 1973, Il décrit une réunion de la commission du comté au cours de laquelle les habitants ont exprimé leurs inquiétudes quant à une activité de construction inhabituelle sur un terrain privé près de la frontière du comté de Watauga. La réponse de la commission a été brève: tant que les taxes sont payées et que les codes sont respectés, il n'y a pas lieu d'intervenir. L'article se terminait par une citation d'un agriculteur local. Ils construisent quelque chose là-haut qu'ils ne veulent pas que les gens voient. Les camions vont et viennent la nuit. Personne de cet endroit ne vient jamais en ville. Ce n'est pas bien, mais je suppose que ce n'est pas illégal non plus. Construction de nuit, isolement délibéré, développement caché. Eustache photographie la coupure de presse et sait qu'il a besoin de voix, pas seulement d'enregistrement. Il a commencé à parler avec des habitants qui avaient vécu dans la région au cours des années 1966. La conversation la plus révélatrice est venue de Margaret Hanson, aujourd'hui âgée de plus de 70 ans, qui avait autrefois tenu un magasin général près de Turtle Island. Lorsque Eustace a mentionné le Blue Ridge Sustainability Collective, sa politesse réservée s'est envolée. « Je me demandais quand quelqu'un allait enfin le demander », dit-elle en s'écartant pour le laisser rentrer. Elle se souvient de leur arrivée à 1972,20 ou 30 personnes au début. Jeunes idéalistes, ils parlaient d'autosuffisance et de vie en communauté. Ils venaient rarement en ville, achetaient leurs provisions en gros et restaient entre eux. Mais ils avaient de l'argent, du vrai argent, des équipements professionnels, du matériel de qualité. Avec le temps, dit-elle, ils ont changé. Ils ont cessé de venir en ville. Lorsqu'ils apparaissaient, ils étaient plus minces, plus réservés, parlant en termes vagues de préparation et de transition.
Et puis un jour, ils ont tout simplement disparu. Pas d'adieu, pas d'explication. Il s'agit simplement d'un terrain qui semble n'avoir jamais été construit. Les habitants ont remarqué que des générateurs éclairaient les collines à des heures bizarres, que les travaux de construction faisaient du bruit la nuit et les week-ends, et que des camions de livraison venaient d'endroits qui ne correspondaient pas à l'image. Des fournisseurs industriels, des entreprises de sécurité et même des sociétés d'équipement médical. Par 75, Margaret a dit doucement, l'endroit est devenu silencieux. Pas de lumière, pas de camions, rien. Puis, au printemps de 76, la police d'État et des agents fédéraux sont arrivés. Ils sont restés 3 jours et n'ont rien dit. En l'espace d'un mois, le terrain a été mis en vente et les gens ont cessé de poser des questions. Non pas parce qu'ils ont obtenu des réponses, mais parce qu'ils ont senti quelque chose qu'ils ne voulaient pas comprendre. Il y avait des rumeurs, des stocks d'armes, une secte qui a mal tourné, des dirigeants dangereux. Certains chuchotent que le groupe a tenté de forcer l'effondrement qu'ils croyaient imminent. Un jour, la propriété était occupée, le lendemain, elle était vide. Et tous ceux qui y étaient liés ont disparu comme s'ils avaient été effacés. Au crépuscule, Eustache a repris la route vers l'île de la Tortue, le poids de cette histoire s'installant sur lui comme du givre, la terre à laquelle il avait consacré sa vie. Sa philosophie, son enseignement, son refuge avaient été le théâtre d'un événement suffisamment sombre pour attirer l'attention des autorités fédérales. Un événement si profondément enfoui qu'il avait survécu à des décennies sans être remarqué. Il lui fallait maintenant décider de ce qu'il fallait faire. Il pouvait enterrer les plans, ne rien dire à personne, protéger ce qu'il avait construit. Mais Eustace Conway n'a jamais été quelqu'un qui pouvait détourner le regard. Alors qu'il arrivait à Turtle Island et qu'il voyait la lueur familière de ses bâtiments dans la nuit des montagnes, il a compris que le passé n'en avait pas fini avec cette terre. Et si quelque chose avait vraiment été caché sous les lieux où il enseignait aux autres à vivre honnêtement et délibérément, alors il se devait à lui-même et à tous ceux qui lui faisaient confiance de le découvrir. Les témoins vivants. La percée est venue d'une source inattendue. 2 jours après sa conversation avec Margaret Hanson, Eustace a reçu un appel téléphonique d'un homme qui s'est identifié comme Daniel Pritchard, un ancien résident du collectif qui avait vu Margaret en ville et appris que quelqu'un posait enfin des questions sur l'histoire de l'île de la Tortue. Sa voix au téléphone avait le tremblement de quelqu'un de 70 ans, mais sous l'âge se cachait quelque chose d'autre, une méfiance qui suggérait que parler avait un coût. Je vais vous dire ce qui s'est passé. Je vais vous dire ce que Daniel a dit sans préambule, mais pas au téléphone et pas dans cette propriété. Je n'y remettrai plus jamais les pieds. Ils se sont rencontrés dans un restaurant à mi-chemin d'Asheville, un terrain neutre, où Daniel pouvait parler sans sentir le poids de la terre qu'il avait fui 40 ans plus tôt. Il était mince, usé par le temps, avec le genre de visage vieilli qui suggère une vie difficile mais des yeux clairs qui indiquent une sobriété et une clarté durement gagnée. Lorsque Eustache est arrivé, Daniel était déjà assis dans une cabine du fond, le café intact, les mains croisées sur la table comme un homme qui prépare son témoignage. Et dans un sens, c'est exactement ce que les 2 heures suivantes ont été. Daniel avait 24 ans lorsqu'il a rejoint le Blue Ridge Sustainability Collective à la fin des années 1972, fraîchement sorti de l'école supérieure avec un diplôme d'ingénieur en environnement et la tête pleine d'idéalisme sur la construction de communautés durables en dehors de l'infrastructure en faillite du capitalisme américain. Le fondateur du collectif, un personnage charismatique que Daniel n'appelait que Marcus, avait recruté massivement parmi les jeunes professionnels, les ingénieurs, les médecins, les enseignants des personnes possédant des compétences susceptibles de rendre possible une véritable autosuffisance. Le discours était convaincant. Construire une communauté modèle capable de résister à l'effondrement économique, au désastre environnemental ou à l'effondrement social, puis partager ces modèles avec d'autres personnes cherchant à s'échapper de systèmes non viables. La première année a été magnifique, se souvient Daniel, le regard lointain. Nous avons défriché la terre, avec respect, construit des structures en utilisant des méthodes durables, créé des jardins et des systèmes d'approvisionnement en eau. Marcus n'a cessé de parler d'harmonie avec la nature, de vivre avec légèreté, de préserver plutôt que de consommer. Nous nous sentions révolutionnaires. Nous avions l'impression de construire quelque chose d'important. Mais à l'automne de 1973, la rhétorique de Marcus a changé. Il a commencé à parler de menaces extérieures, de la surveillance des communautés alternatives par le gouvernement, de la nécessité d'assurer la sécurité et le secret.
Les réunions mensuelles du collectif qui portaient autrefois sur les techniques agricoles et les projets de construction se sont de plus en plus concentrées sur les stratégies défensives et les protocoles d'isolement. C'est alors que la construction souterraine a commencé, dit Daniel à voix basse. Marcus nous a convaincus que les structures de surface nous rendaient vulnérables, que la véritable durabilité nécessitait une protection à la fois contre les catastrophes naturelles et les menaces humaines. Il a fait appel à des entrepreneurs, des professionnels qui ont construit des systèmes de bunkers et des installations de stockage sous la terre arable. Le cercle d'enseignement dont Eustache a parlé, c'était notre espace de rassemblement. Mais en dessous, il y avait un système d'abri conçu pour abriter nos 40 personnes pendant 6 mois, sans accès à la surface. Eustache a senti son estomac se resserrer. Pourquoi auriez-vous besoin d'un tel abri dans ces montagnes ? Le rire de Daniel était amer. C'est la question que certains d'entre nous ont commencé à se poser 74, les réponses de Marcus sont devenues plus vagues, plus paranoïaques. Il parlait de guerre nucléaire, d'effondrement de l'environnement, de révolution sociale qui ferait des communautés rurales des cibles pour les réfugiés désespérés des villes. Et peu à peu, le collectif a cessé d'être axé sur la durabilité pour devenir une question de survie. Il ne s'agissait pas de vivre en harmonie avec la nature, mais de se cacher des menaces que Marcus affirmait être imminentes. C'est au cours de l'hiver 1975, que Marcus a annoncé que le collectif allait s'isoler complètement. Plus de sorties en ville, plus de contact avec le monde extérieur, un essai de 6 mois d'isolement total pour tester leur état de préparation. Plusieurs membres s'y opposent, dont Daniel arguant que l'objectif de leur projet est de créer un modèle de vie durable qui s'intègre à la société plutôt que de s'en retirer. La réponse de Marcus est rapide et brutale. Ceux qui s'interrogent sont qualifiés de faibles de compromis et de dangereux pour la sécurité du collectif. 3 personnes, dont Daniel qui s'était trop opposé, ont été transférées dans ce que les plans bleus appelaient des quartiers d'isolement de petites cellules souterraines où elles étaient détenues pour réfléchir et se réinsérer. « J'ai passé 3 semaines sous terre, dit Daniel les mains tremblantes. Pas de lumière naturelle, peu de nourriture, on me disait sans cesse que je mettais tout le monde en danger avec mes doutes. Lorsqu'ils m'ont finalement fait venir le collectif, c'était transformé. Les gens étaient armés, des rotations de garde étaient affichées, et Marcus organisait des réunions où il parlait du collectif comme étant la meilleure chance de survie de l'humanité, de la façon dont nous pourrions avoir besoin de défendre nos ressources contre des étrangers lorsque l'effondrement se produirait. J'ai alors réalisé que nous n'étions pas en train de construire une communauté durable. Nous étions en train de construire un complexe armé dirigé par un homme dont l'idéalisme s'était transformé en quelque chose de dangereux. Daniel s'est échappé en mars de 66, littéralement, en s'échappant, en se faufilant pendant une nuit où la sécurité était concentrée ailleurs et en marchant 12 miles jusqu'à la ville la plus proche. Il n'était pas le seul. Au cours des semaines suivantes, d'autres ont fui, chacun apportant des histoires de paranoïa croissante, de stockage d'armes de Marcus, parlant de purification nécessaire de membres pas assez engagés. En avril, selon Daniel, il restait peut-être 15 personnes, les vrais croyants, ceux qui étaient trop investis ou trop effrayés pour partir. Puis en mai, quelqu'un a appelé les autorités, a déclaré Daniel. Je ne sais pas qui, peut-être un membre de la famille qui n'a pas eu de nouvelles de son enfant, peut-être un ancien membre qui s'inquiète pour les personnes encore présentes. La police de l'État est intervenue avec des agents fédéraux, DEAATF, etc. Ils ont nettoyé la propriété et arrêté Marcus pour possession d'armes, mais lorsqu'ils sont arrivés, la plupart des autres s'étaient dispersés. Les installations souterraines ont été démantelées sous supervision fédérale. Tout a été enlevé ou détruit. Et tous ceux qui avaient fait partie du collectif, les membres comme les autorités, ont été fortement encouragés à ne plus jamais en parler. Eustache resta assis dans un silence stupéfait, analysant les implications. Pourquoi le secret ? Si c'était juste une commune qui avait mal tourné, pourquoi la dissimuler ? L'expression de Daniel s'assombrit, à cause de ce qu'ils ont trouvé dans les bunkers les plus profonds, ceux que Marcus avait construits sans même en parler à la plupart des membres du collectif. Des armes, oui, mais aussi des preuves que Marcus avait planifié quelque chose d'autre que la défense. Des documents décrivant des attaques contre des installations gouvernementales, des plans pour déclencher des pannes d'infrastructures, des manifestes sur l'accélération de l'effondrement, pour justifier l'existence du collectif. Les autorités ne voulaient pas que cela soit rendu public, ne voulaient pas que d'autres révolutionnaires se fassent des idées. Alors, elles ont discrètement fait disparaître le tout, ont rasé les structures souterraines, ont rempli les bunkers et ont cédé toute la propriété pour qu'elle ait l'air intouchée.
Puis, ils l'ont vendu à bas prix à quelqu'un dont ils savaient qu'il ne le développerait jamais, quelqu'un qui le garderait vide et tranquille. « Jusqu'à ce que je l'achète », dit Eustache à voix basse. Daniel acquiesça. « Jusqu'à ce que vous l'achetiez et que vous construisiez votre propre vision sur le cauchemar enfoui de Marcus. » Il s'est penché en avant l'expression intense. « Ce que j'ai besoin que vous compreniez, c'est que la terre elle-même n'est pas maudite ou maléfique. L'idéologie qui nous a corrompus s'est produite dans nos têtes, pas dans le sol. Mais s'il y a encore des preuves là-dessous, si le nettoyage fédéral n'a pas été aussi complet qu'ils l'ont prétendu, vous devez vous préparer à ce que cela pourrait signifier pour tout ce que vous avez construit. » Alors qu'Eustace retournait à Turtle Island, le dernier avertissement de Daniel résonnant dans son esprit, il comprit que sa découverte n'était plus seulement de l'histoire personnelle. C'était une crise qui menaçait le fondement même de l'œuvre de sa vie, sa réputation et la sécurité de tous ceux qui venaient sur ces terres. Car s'il y avait encore des bunkers sous l'île de la Tortue, encore des armes, des documents ou des preuves des plans de Marcus, les conséquences de cette découverte se répercuteraient bien au-delà de la capacité d'Eustace à contrôler ce qui se trouve sous le cercle d'enseignement. Les fouilles ont commencé à l'aube du 15e novembre avec Eustace et 3 amis de confiance qui l'avaient aidé à construire les structures d'origine de l'île de la Tortue. Il leur avait seulement expliqué qu'il avait découvert des preuves d'une construction antérieure et qu'il devait enquêter avant que l'hiver ne rende les fouilles impossibles. Ce qu'il ne leur avait pas dit, du moins pas au début, c'était ce qu'il soupçonnait qu'ils pourraient trouver. Le cercle d'enseignement était un espace sacré pour Eustache, le cœur géographique et philosophique de tout ce qu'il avait construit. L'idée de creuser à cet endroit ressemblait à une violation, mais l'avertissement de Daniel avait clairement indiqué que l'ignorance n'était plus une option. Ils commencèrent par le centre du cercle, enlevant les pierres soigneusement placées et le foyer qu'Eustache avait construit 2 décennies plus tôt. 3 pieds plus bas, ils rencontrèrent quelque chose qui fit que tout le monde s'arrêta. Une dalle renforcée qui n'avait aucune raison d'exister sous ce qui était censé être une forêt vierge lorsque Eustache a développé la propriété pour la première fois. À l'aide de marteaux-piqueurs et de barres d'appui, ils ont soigneusement percé la dalle, révélant un vide en dessous, une cavité qui exhalait un air froid et vicié qui n'avait pas circulé depuis des dizaines d'années. Eustache descendit le premier par l'ouverture à l'aide d'une lampe frontale et d'une corde, le cœur battant d'un mélange d'excitation archéologique et d'effroi existentiel. Ce qu'il trouva était exactement ce que Daniel avait décrit, et d'une certaine manière pire, parce que réel plutôt que théorique. Un système de bunkers étonnamment intact s'étendait dans de multiples directions à partir du puits central. La chambre principale mesurait environ 40 pieds carrés. Les murs en béton étaient renforcés par de l'acier. Les plafonds étaient soutenus par des poutres industrielles. Et dans tout l'espace, les traces des derniers jours du collectif étaient étrangement préservées. Le bunker avait été conçu pour une occupation à long terme. Le long d'un mur courait une rangée de lits superposés, peut-être 20 au total, avec des casiers de rangement pour les pieds toujours placés à côté d'eux. Dans la cuisine, des étagères industrielles contenaient encore des conserves dont les étiquettes décolorées mais lisibles dataient de 74 et 75 virgules. Un système de stockage d'eau était relié à ce qu'Eustace a reconnu comme étant la source souterraine qui alimentait sa propre propriété en eau. Et le plus troublant, une petite armurerie désormais vide, mais dont les supports de montage sur les murs et le stockage des munitions étaient clairement visibles, montrant où les armes avaient été conservées avant que les agents fédéraux ne les enlèvent. Mais c'est l'extrémité du bunker qui a glacé le sang d'Eustache. Une chambre plus petite séparée de l'espace principal par une porte renforcée qui est restée partiellement ouverte, révélant ce que Daniel avait appelé les quartiers d'isolement. 4 cellules minuscules, chacune d'environ 1,80 m sur 1,80 m, avec des couchettes métalliques boulonnées au sol en béton et des fentes dans les portes pour faire passer de la nourriture. La cruauté psychologique de la conception était évidente. Il s'agissait d'espaces destinés à briser les gens, à punir le doute, à imposer la conformité par la privation sensorielle et l'isolement. Eustache se tenait dans l'une des cellules, ressentant le poids de ce qui s'était passé ici, imaginant Daniel et d'autres enfermés dans cette obscurité, tandis que l'idéologie paranoïaque de Marcus consumait le collectif au-dessus. Et puis il a vu quelque chose qui l'a incité à appeler ses amis pour qu'ils apportent des caméras et du matériel de documentation. Sur le mur de béton, à peine visible mais indiscutable, étaient gravés des mots
des noms, des dates, des messages de personnes qui avaient été détenues ici. J'ai essayé de partir avril 12, Marcus dit que je suis compromise. Je suis ici depuis 6 jours. Je commence à croire que c'est peut-être moi le problème. Si vous trouvez ceci, dites à ma famille que je suis désolé de les avoir entraînés là-dedans. Les messages étaient des témoignages de torture psychologique, des preuves de ce qui arrive lorsque l'idéalisme se transforme en autoritarisme, lorsqu'une communauté organisée autour de valeurs communes devient une secte contrôlée par des dirigeants paranoïaques. Eustace a documenté chaque mot photographiant les murs, comprenant que ces messages étaient des preuves historiques qui exigeaient préservation et respect, même si leur existence compliquait tout ce qu'il avait construit sur cette terre. Son exploration se poursuivit plus profondément, suivant des couloirs qui partaient de la chambre principale et menaient à des zones de stockage, des salles mécaniques abritant des générateurs et des systèmes de ventilation. Et finalement, à un espace dont Daniel n'avait pas eu connaissance ou qu'il avait choisi de ne pas mentionner. Un petit bureau scellé derrière une porte qu'il fallait forcer contenant des classeurs et un bureau. Le papier à l'intérieur s'était détérioré, mais était encore partiellement lisible, et ce qu'Eustache y trouva transforma sa compréhension des derniers jours du collectif de la tragédie en quelque chose de bien plus sinistre. Les documents étaient les dossiers privés de Marcus, ses documents de planification, ses manifestes. Ils détaillaient non seulement les préparatifs défensifs, mais aussi les stratégies offensives, les plans détaillés pour saboter les infrastructures électriques, déclencher des défaillances de la chaîne d'approvisionnement, créer l'effondrement que Marcus estimait nécessaire pour justifier l'existence du collectif et prouver la justesse de son idéologie. Il y avait des listes de cibles des installations gouvernementales et des bureaux d'entreprise que Marcus avait identifiés comme vulnérables, des calendriers montrant la coordination avec d'autres groupes radicaux et plus effrayants, encore une dernière entrée datée d'avril 76, quelques semaines avant le raid fédéral, dans laquelle Marcus écrivait « S'ils ne nous laissent pas sauver l'humanité par l'exemple, nous la sauverons par la force ». La survie du collectif justifie n'importe quelle action. Les faibles ont été purgés, les fidèles restent, et lorsque la civilisation s'effondrera, nous serons prêts à reconstruire sur les cendres que nous avons contribué à créer. Eustache était assis dans ce bureau souterrain, lisant à la lampe frontale, ressentant tout le poids de ce que l'île de la Tortue avait été, avant qu'il n'ait jamais imaginé y construire son école d'apprentissage des techniques primitives. Il ne s'agissait pas seulement d'une commune en faillite ou d'un groupe survivaliste qui était allé trop loin, il s'agissait d'une cellule de terrorisme domestique en phase de formation stoppée uniquement par l'intervention des autorités qui avaient reçu un tuyau et agi suffisamment vite pour empêcher ce que Marcus avait planifié. Et pendant 40 ans, ces preuves étaient restées enfouies, attendant d'être découvertes par quelqu'un qui avait construit le but de sa vie directement dessus. Lorsque Eustace est finalement sorti du bunker, ses amis ont tout de suite vu que quelque chose de profond avait bougé. Son visage portait le poids de quelqu'un qui était descendu dans un monde souterrain métaphorique et en était revenu changé. « Nous devons remettre les scellés en place », dit-il doucement. « Documentez tout d'abord, photographiez chaque détail, puis mettez les scellés en place et contactez les autorités. Il ne s'agit pas d'une histoire que nous pouvons simplement enterrer et oublier. C'est une preuve qui doit être traitée correctement. » Mais alors même qu'il parlait, Eustace savait qu'un traitement approprié signifierait exposer l'histoire secrète de Turtle Island, inviter à un examen minutieux et à une enquête qui pourrait menacer tout ce qu'il avait construit, chaque programme qu'il dirigeait, chaque élève qu'il enseignait. La question qui le taraudait, alors qu'il documentait soigneusement le bunker avant de le refermer, était d'une simplicité dévastatrice. Comment construire un héritage authentique sur une terre qui porte ce genre d'ombre et l'enseignement de la vie primitive et de la connexion à la nature peut-il survivre à la révélation que le terrain sacré de l'enseignant avait été un centre d'entraînement pour des révolutionnaires armés, dont l'idéalisme s'était transformé en quelque chose de monstrueux? La crise d'objectif d'Eustace. La semaine qui a suivi la découverte du bunker est devenue la plus difficile de la vie adulte d'Eustace Conway, ce qui n'est pas peu dire pour un homme qui avait survécu à des situations d'urgence dans la nature, construit un établissement d'enseignement à partir de rien et enduré la perte de Preston Roberts. Ces défis, aussi douloureux soient-ils, avaient donné lieu à des réponses claires. Les catastrophes naturelles
exige de l'endurance physique, la construction requiert de l'habileté et de la patience. Le deuil suit un chemin reconnaissable, mais ce n'est pas le cas ici. Cela a directement touché les fondements de son identité et l'a obligé à remettre en question la légitimité de tout ce qu'il avait passé plus de 2 décennies à créer. La philosophie d'Eustache, le message qu'il avait transmis à des milliers d'étudiants, reposait sur un lien authentique avec la terre et l'histoire. L'île de la Tortue devait être un refuge contre la corruption moderne, un lieu où les gens pouvaient renouer avec des vérités plus anciennes sur l'autonomie et la relation de l'homme avec la nature sauvage. Mais la découverte sous le cercle d'enseignement a compliqué cette promesse. Quelle était l'authenticité de ce lien, alors que la Terre elle-même était porteuse d'un passé caché qu'il n'avait jamais connu? Comment pouvait-il parler de fondations solides alors que les siennes reposaient sur un bunker enterré construit par des extrémistes? La crise s'est intensifiée lorsque les parents des élèves inscrits ont commencé à recevoir des appels d'un journaliste qui avait eu vent de la découverte. Les questions étaient vives et déstabilisantes. Savait-il que le terrain avait autrefois abrité un groupe de survivalistes? Savait-il que des agents fédéraux avaient fait une descente sur le terrain plusieurs décennies auparavant? Que pensait-il du fait que leurs enfants s'entraînent sur un terrain lié à la violence et à la paranoïa? Les appels ont suscité une peur immédiate. 3 familles ont immédiatement retiré leurs enfants. D'autres ont exigé des réunions et des explications. Eustache a réagi en convoquant un rassemblement d'urgence dans le cercle d'enseignement situé au-dessus de l'espace qui cachait le bunker. Il a parlé ouvertement aux élèves et aux parents, expliquant ce qu'il avait trouvé les plans, le collectif et la descente de Marcus dans l'extrémisme. Il a admis que Turtle Island avait été construite sans le savoir sur quelque chose de sombre, mais il a soutenu que la Terre elle-même n'héritait pas de l'idéologie. Le sol et l'eau peuvent être pollués, a-t-il dit, mais la peur et le fanatisme appartiennent aux gens, pas aux lieux. Le discours était brut et profondément sincère, le genre de moment qui a longtemps défini l'enseignement d'Eustache. Pourtant, il pouvait lire l'incertitude sur les visages qui l'entouraient. La confiance, une fois ébranlée, n'est pas complètement revenue. 2 autres familles se sont retirées le même jour. D'autres sont restées, mais avec prudence, en attendant de voir ce qui allait se passer. L'attention des médias s'est intensifiée lorsque la société de production de Mountain Men a appris la découverte. La série avait construit l'image publique d'Eustache sur l'authenticité et la résistance de principe à l'excès moderne. L'histoire cachée de l'île de la Tortue menaçait de bouleverser ce récit. Les dirigeants se demandaient si le fait de la révéler créerait une télévision captivante ou détruirait la confiance que les téléspectateurs avaient bâtie au fil des ans. Eustache n'a laissé aucune place au compromis. Il a insisté pour que la vérité soit dite dans son intégralité. Si sa réputation en souffrait, il en acceptait le coût. Il soutenait que l'honnêteté comptait plus que le maintien d'une image propre. La chaîne a accepté un épisode spécial documentant la découverte et ses conséquences, tout en sachant que la décision comportait des risques pour toutes les personnes impliquées. Au même moment, l'agence gouvernementale dont Daniel avait parlé refait surface. Des agents fédéraux arrivent sur l'île de la Tortue, respectueux mais fermes, et demandent l'accès aux bunkers et aux matériaux récupérés. Ils confirment que le site leur est connu et que le nettoyage initial en 1976 a été considéré comme achevé. Ils ont déclaré qu'il fallait maintenant le réévaluer pour s'assurer qu'aucun danger ne subsistait. Leur présence a de nouveau modifié l'atmosphère. L'île de la Tortue ne se sentait plus comme un sanctuaire. Mais la crise la plus profonde est interne. Tard dans la nuit, seul dans sa cabine, Eustache écrit son journal avec une incertitude inhabituelle. Il a remis en question la croyance selon laquelle le fait de se retirer dans la nature pouvait protéger les gens de la corruption. Le bunker, situé sous son cercle d'enseignement, a prouvé que la peur et le contrôle accompagnaient les humains où qu'ils aillent. Marcus avait commencé avec des idéaux proches des siens, et ces idéaux s'étaient transformés en quelque chose de dangereux. Eustache se demandait ce qui séparait la conviction de l'obsession, le leadership de la domination, la vision de la paranoïa. Ces questions n'avaient pas de réponse facile. Alors que novembre se transformait en décembre, le nombre d'inscriptions diminuait, les partisans hésitaient et la surveillance s'intensifiait. Eustache a été confronté à une vérité plus troublante que n'importe quelle menace de la nature sauvage. Construire quelque chose de significatif ne le protège pas de l'effondrement. Une intention authentique ne garantit pas des résultats moraux.
Et parfois la terre que nous aimons recèle des ombres qui ne peuvent être effacées, mais seulement affrontées quelle que soit la lumière que nous essayons de leur apporter. Héritage des ombres. Alors que l'hiver s'installait sur l'île de la Tortue et que la crise immédiate commençait à se stabiliser dans une nouvelle et inconfortable normalité, Eustache se retrouvait à arpenter la propriété à des heures indues, regardant des repères familiers à travers une compréhension fondamentalement modifiée. Chaque structure, chaque sentier, chaque espace sacré qu'il avait créé portait désormais un poids invisible. Il savait que quelqu'un d'autre avait essayé de construire sa vision ici avant lui et avait échoué de manière catastrophique. Mais progressivement, à travers le long processus de documentation d'enquête fédérale et de conversations douloureuses, Eustace a commencé à trouver sa voie vers une compréhension plus nuancée. Ce qui s'est passé à Turtle Island dans les années 70 était réel, était sombre, était un conte d'avertissement sur l'idéologie, détaché de l'humilité et de la responsabilité. Mais c'était aussi un projet fondamentalement différent de ce qu'il avait construit. Marcus avait dirigé un système fermé, une structure autoritaire qui punissait le doute et exigeait un engagement absolu. Eustace avait construit un modèle éducatif, ouvert à la remise en question, conçu pour enseigner des compétences plutôt que pour imposer une idéologie en constante évolution sur la base du retour d'informations et de la réflexion. La différence était importante. Cela n'a pas effacé l'ombre, n'a pas fait disparaître le bunker, mais a fourni un contexte qui a permis à Eustace de distinguer son travail de ce qui avait été fait auparavant. Il ne répétait pas les erreurs de Marcus parce qu'il avait construit quelque chose de fondamentalement différent en termes d'objectifs et de structure. L'enquête fédérale s'est terminée au début du mois de décembre avec des nouvelles rassurantes. Le nettoyage des 1976 a été minutieux. Il ne reste plus d'armes, plus de matériaux dangereux, plus de munitions non explosées. Le système de bunker est structurellement sain, mais vide de tout ce qui est dangereux au-delà des témoignages historiques. Les agents ont recommandé que l'espace soit scellé de manière permanente et documenté à des fins historiques, ce qu'Eustace a immédiatement accepté. Mais la question la plus importante restait de savoir dans quelle mesure cette histoire devait être connue du public. Après des semaines de réflexion et de consultation avec des historiens, des éducateurs et des anciens autochtones dont il respectait profondément le point de vue Eustace, est parvenu à une décision qui conciliait des valeurs concurrentes. Turtle Island reconnaîtrait son histoire complète. Une installation permanente près du cercle d'enseignement expliquerait ce qui a existé en dessous, ce qui s'est passé dans les années 70 et pourquoi la compréhension de cette obscurité est importante pour tous ceux qui apprennent à connaître les communautés intentionnelles et la vie primitive. Le bunker resterait scellé, mais son existence ne serait plus secrète. Les étudiants et les visiteurs sauraient qu'ils marchent sur une terre qui a été témoin à la fois de l'échec humain et de la résilience humaine, de la corruption idéologique et de la tentative de guérison. La décision a coûté à Eustace des inscriptions supplémentaires, un soutien supplémentaire, une crédibilité accrue auprès des personnes qui veulent que leur éducation à la vie primitive ne soit pas entachée par une histoire compliquée. Mais elle a également attiré de nouveaux étudiants, des personnes spécifiquement intéressées par l'apprentissage auprès de quelqu'un qui est prêt à affronter les vérités difficiles, plutôt que de les dissimuler, des personnes qui ont compris qu'une éducation authentique exige de reconnaître l'obscurité en même temps que la lumière. Fin décembre, alors que l'année s'achevait et qu'Eustace préparait l'épisode spécial Mountain Men, qui documenterait sa découverte pour des millions de téléspectateurs, il était parvenu à une sorte de paix avec ce qu'il avait découvert. Pas un confort, pas une résolution, mais l'acceptation du fait que la construction d'un héritage significatif nécessite d'hériter d'ombres et de lumières, de reconnaître qu'aucun terrain n'est vraiment vierge, qu'aucune vision n'est vraiment originale, et que le mieux que nous puissions faire est d'apprendre de ceux qui nous ont précédés tout en refusant de répéter leurs pires erreurs. Preston aurait apprécié cette complexité, pensait Eustace, lors d'une promenade nocturne sur l'île de la Tortue recouverte de neige. Il aurait fait une blague sur le fait que construire sur les fondations des autres est la compétence la plus primitive qui soit. Et dans le silence des montagnes hivernales, avec le cercle d'enseignement enfoui sous la neige fraîche et le bunker scellé sous la terre gelée, Eustace Conway a poursuivi son travail d'enseignement changé, mais pas brisé, compliqué, mais pas vaincu, poursuivant une vision qui reconnaissait maintenant son héritage de rêves et de cauchemars.
Ce qu'Eustace Conway a trouvé sous Turtle Island n'était pas un trésor ou un artefact. C'était la vérité compliquée et inconfortable sur ce qui se passe lorsque l'idéalisme se replie sur lui-même et que les communautés se referment sur elles-mêmes. Mais Eustace a fait ce qu'il a toujours fait. Il a affronté la vérité, l'a documenté et a continué à construire, prouvant ainsi qu'un héritage authentique nécessite de reconnaître les ombres qui se cachent sous le sol, même le plus sacré.